Vous prenez, là je suis dans l'infrapolitique. Un truc qu'on appelle la dématérialisation. En vérité, c'est pas de la dématérialisation parce que c'est beaucoup de matière là-dedans. Les ordinateurs, c'est de la matière. Envoyer des emails, c'est de l'énergie, c'est de la matière. C'est de la déshumanisation. D'accord? Donc déjà, il ne faut pas leur laisser le mot. C'est de la déshumanisation. Bon. Quelqu'un qui, dans un quartier, doit aller sur son téléphone portable sans savoir le manipuler pour refaire tous les mois ses comptes rendus à la CAF. Mais quelqu'un qui doit partir à la retraite, moi je l'ai vu dans une petite commune qui s'appelle l'Étoile dans mon coin, qui doit partir à la retraite et qui doit faire sa demande à la CARSAT pour partir, qui ne peut pas rencontrer un agent administratif pour lui expliquer de quel papier il manque, mais qui à la place doit avoir des codes d'accès avec des mots de passe et scanner ses fiches de paye pour les envoyer en pièces jointes. Les gens ne parlent pas de ça. Mais qu'est-ce qui est ressenti? Mais qu'est-ce qui est ressenti même quand on a un problème avec n'importe quel service et qu'on passe son temps au téléphone à être envoyé de taper un dièse et tout ça? Il s'installe du ressentiment quotidien, et là, en l'occurrence, l'éloignement de la République. Après, alors je dis c'est de l'infrapolitique, et je recommanderais qu'on traite cette infrapolitique parfois par de l'infrapolitique aussi. C'est-à-dire comment on reconstitue du lien de proximité qui ne soit pas forcément par du grand meeting, mais on y viendra peut-être dans les suggestions politiques pour la fin. Mais là, dans la discussion que j'entendais à l'union locale, il y a un gars qui dit, bah voilà, ma fille, elle devait revenir jusque chez moi, et puis d'un seul coup, on lui dit, le train, il s'arrête à Hendaye, et puis c'est comme ça, toutes les semaines, le train s'arrête à Hendaye. J'ai une géographie assez approximative de la région. Hein. Mais j'ai entendu Hendaye. Bon. Ah oui, elle arrivait d'Hendaye, elle s'arrêtait à Bayonne. Bon, voilà. Vu de chez moi... Très bien. Mais ça, c'est ce que je vis, moi, tous les jours. On prend le train. Alors moi, je dis tous les jours, en fait, moi, c'est une fois par semaine. Mais les gens d'Amiens, ils prennent le train tous les jours pour aller faire éboueur à Paris, pour aller faire, voilà, c'est l'hyper-banlieue, mais avec les services informatiques, communication et tout ça. Normalement, il y a 20 ans, ça mettait 1 heure entre Amiens et Paris. Maintenant, la durée, c'est 1h20. C'est une des lignes qui s'est rallongée, et elle est réputée, d'après le PDG de la SNCF, pour être la pire ligne de France. Je pense qu'il y a pas mal de pires lignes de France, mais bon. Mais quand on arrive le matin, qu'il fait nuit, que le train il n'arrive pas, qu'il y a une demi-heure de retard, que quand on a la chance de monter dans un train, finalement, eh ben, il n'y a pas de place assise, et qu'il faut s'asseoir sur les chiottes, mettre le cul par terre, et que la journée où on va aller travailler commence comme ça, les gens, ils n'en parlent pas. C'est incroyable, la résignation. Alors moi, je suis passé des pétitions, je fais des vidéos, des machins comme ça. Les gens, ils n'en parlent pas, ils ne s'organisent pas et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'installe dans le cœur des gens? C'est le sentiment d'être méprisé, c'est encore du ressentiment. Après, il y a des grands moments où on a des politiques qui sont des marques de ce ressentiment, mais à l'échelle visible, dite. Vous prenez le traité constitutionnel européen de 2005, évidemment. 55% des Français qui votent non, 80% des ouvriers, 71% des chômeurs, 67% des employés. Donc un véritable vote de classe. On s'assied dessus derrière. Qu'est-ce que ça nourrit? Ben, ça sert à rien qu'on y aille. C'est du ressentiment. La manière dont on ne sait pas régler la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que là, on a un mouvement avec au moins 1 million de personnes. On peut penser qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui approuvent le mouvement. Donc on est dans un mouvement populaire puissant. Comment Macron règle la question? Il ne la règle pas par un compromis social, en se disant, bon, ok, j'entends qu'il y a le référendum d'initiative citoyenne sur la table, j'en tiens compte, j'entends qu'il y a la demande du TVA à 0% sur les produits de première nécessité, j'entends qu'il y a la demande du retour de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les plus riches, et je passe un compromis social avec un mouvement en cours pour réconcilier la société avec elle-même. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les bulldozers sur les ronds-points, il envoie les LBD dans les manifs, et il fait derrière le blabla du grand débat. Avec le sentiment qu'il gagne, parce qu'en effet, il a réussi à épuiser le mouvement. Mais qu'est-ce que ça donne à l'arrivée? Quand les gens ils voient ça, ils disent, on est sorti, ça n'a encore servi à rien. Mais ça installe du ressentiment. Et là, la manière dont Macron prétend faire la réforme des retraites, je ne vais même pas parler du volet social, du fait qu'il y a un Français sur 2 qui travaille déjà plus à 60 ans. Je ne vais pas parler de volet budgétaire, simplement sur le plan démocratique.
sur ce que ça va signifier pour les gens quand on sait qu'il y a 70-80% des gens qui sont opposés à cette réforme et que pour ça, il va la passer en vitesse. En tout cas, c'est sa volonté. Peut-être qu'il y arrivera. Je serai évidemment dans les manifestations. Je pense qu'on sera un certain nombre ici à tout faire pour que ça bloque et pour que la marche, peut-être, du 16 octobre se transforme en une marche anti-Macron sur les retraites. Donc, qu'il y a un puissant mouvement social là-dessus. Mais on ne peut pas garantir que ça va marcher. Peut-être, sans doute, qu'à la fin, il va y arriver. Mais qu'est-ce que ça va installer dans la durée, dans le cœur des gens, dans le cœur des gens qui sont déjà liés, qui disent « Putain, mais je vais avoir 2 ans de plus à tirer », ça va être du ressentiment. Et je pense que voilà le carburant permanent du vote Rassemblement National. Et pour moi, ça se déroule avant tout dans le travail. Ce ressentiment, il est, je l'ai montré pour moi, dans la vie quotidienne, mais dans le travail, il y a là quelque chose de très puissant, c'est pour les gens le sentiment de mal faire leur métier. L'hôpital crève aujourd'hui moins des salaires, des congés difficiles, oui, mais il crève parce que dans la durée, déjà avant la crise Covid, les gens ont le sentiment de mal faire leur métier. Alors là, j'ai l'impression d'avoir fait, j'ai une stat, hein, 54% des actifs ont le sentiment de ne pas faire un travail de qualité. Donc quand tous les jours, on consacre son temps à faire quelque chose qu'on ne respecte pas, ça installe une forme d'écœurement. D'ailleurs, quand j'étais ce matin à l'Union locale, parce qu'il faut qu'on arrive, nous, la gauche, à rendre compte de ça. Du côté du travail, ce que j'appelle la valeur travail, alors là on verra s'il y a des ouh. Mais d'une fierté du travail, d'un désir des gens de s'engager dans leur travail, de l'accomplir et de se réaliser à travers le travail. Quand on était ce matin dans les vignes, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que nous sommes des passionnés de la vigne. On a ça dans la peau, le vin. Donc, et voilà, comprendre ce fossé entre la manière dont les gens ont envie de faire leur travail et la manière dont on leur fait faire leur travail. Et ça, si j'ai l'impression, pendant mon séjour là, d'avoir assisté à un film qu'on pourrait rebaptiser « On achève bien les vocations ». C'est-à-dire de rencontrer des tas de gens qui s'engagent dans leur métier et la manière dont on leur fait exercer leur métier les rebute. Je vais raconter des histoires, parce que j'y suis invité. Je rencontre Florie, qui a ouvert un camion de pizza avec son mari Manu à côté d'Aldi. Mais elle travaillait à l'hôpital. Et devenir infirmière était pour elle une vocation. Elle avait lu les cours de sa sœur, qui allait passer le concours d'aide-soignante. Elle s'est dit, mais c'est ça que je veux faire. Et bon, comme les études étaient un peu longues, elle fait aide-soignante à la place, 10 mois d'école, où elle s'est éclatée, où elle a appris des tas de choses qu'elle adorait. Elle entre à l'hôpital, et là, elle me dit, ça a été la descente aux enfers. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est CDD d'un mois, CDD de 2 mois, CDD de 3 mois, comme ça pendant 3 ans. Et elle croyait qu'au bout du 3e CDD, comme dans le privé, on avait droit à un CDI. D'autant que on lui faisait payer le fait qu'elle était en CDD. Puisqu'on lui disait, toi, tu vas venir remplacer ce week-end. Oh, mais non, ce week-end, j'ai prévu. Mais tu veux ton CDI? Tu vas venir remplacer pour les vacances. Mais non, mais ça fait maintenant 6 mois que j'ai pas eu de vacances. Ben oui, mais tu veux ton CDI? Donc une espèce de pression constante mise comme ça. Ensuite, le matériel. Les gants, pas assez de gants. Les couches qui sont rationnées elle était dans un service de personnes en fin de vie, quoi. Et enfin, la manière dont on lui fait exercer son métier et dont on ne le respecte pas. Elle me raconte une personne qui a un cancer généralisé. Elle crie, elle pleure, le courant passe plus avec elle. Et elle arrive à se faire adopter. Elle fait rire la personne, la dame, une vieille dame. Et un jour, elle s'assied sur son lit, elle prend la main de la vieille dame, elle la caresse. Un cadre de santé passe par là. Il l'aperçoit assise sur le lit. Il la convoque dans son bureau. Et il la sanctionne. Sanctionner pour humanité.
Voilà comment on dégoûte des vocations en n'ayant pas le respect de la manière dont les gens veulent exercer leur travail, en leur laissant pas une marge de manœuvre sur ça. Alors, Manu, son mari, il était cariste, et il avait, c'est comme ça, il avait la vocation de la logistique. Il avait fait des tas de trucs avant, de la vente et tout ça, mais il s'est retrouvé dans la logistique, classer des pièces, à y aller avec le chariot élévateur, tout ça, ça s'est mis à le passionner. Mais il a eu le droit à 18 mois d'intérim, et puis, donc 3 fois 6 mois, puis 6 mois où tu retournes à la maison, puis tu vas devoir revenir pour 18 mois d'intérim, et il en était écœuré. À la fin, il était convoqué par le DRH, il devait lui filer un CDI, finalement, le DRH est parti dans une autre usine, et il est parti avec son contrat dedans. Réorganisation, il l'a oublié en route, il n'a plus du tout envie de faire de la logistique. Alors, je rencontre des enseignants hier au lycée professionnel dont ils me disent, nous tous, on se fantasme ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'on leur met en place des réformes, des contrôles de réformes, des re-réformes, des re-réformes qui ne comprennent plus du tout ce qu'on veut faire d'eux, à part construire le lycée professionnel comme une voie garage. Scopelec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un sous-traitant de Orange. Ça fait 50 ans qu'ils posent donc le cuivre pour le téléphone, puis pour le Minitel, puis la DSL, puis la fibre. C'est eux qui creusent les sillons, qui posent les fils et tout ça. Orange décide que c'est fini, ils ne travailleront plus avec eux. La sous-traitance, c'est bien souvent une maltraitance. L'État n'intervient pas, bon, c'est pas là que je veux en venir, vous lirez mes papiers sur le site internet, mais les gens, comment ils me parlent, me disent, pour nous c'est notre réseau. Ils l'ont construit. Ils se reconnaissent dans le travail qu'ils ont effectué. Et ils me disent, mais si jamais on est liquidé là, moi je vais ouvrir un magasin de jouets, je vais ouvrir, il y en a un qui va ouvrir un kebab, mais ils vont tout faire sauf rester dans la communication. Alors que c'est bien évidemment utile dans le pays. Merci Macron.